j'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Plus de 40 000 ouvrages ont été écrits sur ce thème. C'était il y a 60 ans, le vendredi 22 novembre 1963. John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, est assassiné à Dallas, au Texas. Dallas, d'ailleurs, une ville plutôt conservatrice, plutôt hostile au démocrate John Kennedy. Le cortège présidentiel, vous savez, traversait alors à vitesse réduite la Dealey Plaza lorsque plusieurs tirs viennent percuter le président américain, alors dans sa décapotable. Le coupable présumé est Lee Harvey Oswald. Il est marxiste, il travaille dans une usine de manufacture de Dealey Plaza et il aurait alors abattu le président par derrière à l'aide d'un fusil bon marché. Il est tué 2 jours plus tard par un dirigeant d'une boîte de nuit, comme si on avait voulu qu'il ne parle pas. Et selon la commission Warren, basée sur l'enquête donc de la CIA et du FBI, seul Oswald est considéré comme le seul tireur. Mais plusieurs zones d'ombre restent à éclairer 60 ans après les faits, parce que 60 ans après l'affaire, un documentaire est sorti sur la plateforme Paramount+, qui n'est pas connue pour véhiculer des thèses complotistes. Et ce documentaire est intitulé JFK What the Doctor Saw, John Fitzgerald Kennedy, ce que les docteurs ont vu. Désolé Nicolas Conquer pour mon accent. Alors 60 ans après les faits, le documentaire regroupe le témoignage des médecins donc, de Parkland Hospital. Parkland Hospital, c'est l'hôpital où John Kennedy est décédé. Et le collectif est unanime. Un coup a été tiré d'en face, impliquant alors un autre tireur, Oswald, autre tireur dont on n'a aucune information. Alors cette version relance encore ce débat sur l'assassinat du président Kennedy, car elle remet donc en cause les conclusions de la commission Warren. Pourquoi tant de mystère derrière cet assassinat? Pourquoi fascine-t-il toujours autant? Y a-t-il une malédiction derrière la famille Kennedy? Lee Harvey Oswald est-il un bouc émissaire? Est-ce que c'est un concours de circonstances? Comment l'homme le plus protégé au monde a-t-il pu trouver la mort aussi facilement? Par qui et pourquoi? Alors, beaucoup de questions ce matin. Alors, pour y répondre, nous sommes avec Thierry Lenz notamment. Bonjour Thierry Lenz. Alors, vous êtes historien, directeur de la Fondation Napoléon, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur Napoléon, on ne va pas revenir sur Napoléon, d'ailleurs on sait que vous n'avez pas forcément apprécié le dernier film de Ridley Scott, mais c'est encore un autre sujet, mais vous êtes connaisseur aussi de l'affaire de Kennedy, vous avez écrit L'assassinat de John Kennedy, histoire d'un mystère d'État aux éditions Nouveau Monde, et puis nous sommes avec Nicolas Conquer. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour. Vous êtes porte-parole du parti républicain, donc américain en France, vous êtes franco-américain. Alors je voulais revenir sur la version officielle avec vous, Thierry Lenz, parce que donc cette version a toujours été remise en cause par une partie des Américains. La version donc d'Oswald, qui aurait dit à sa femme avant de partir: je ferai quelque chose qui va me rendre célèbre. Il repart avec un paquet qu'il prétend une tringle à rideau. Après donc l'assassinat de Kennedy, il part prendre le bus. On dit qu'il veut partir pour le Mexique, puis il est décidé en direct par ce directeur de boîte de nuit. Il y a un test de paraffine où cet Américain Oswald sur cet Américain donc Oswald qui révèle qu'il n'aurait pas utilisé d'arme à feu. Donc cette version, elle a plusieurs zones d'ombre. Thierry Lenz. Oui, d'abord bonjour à tous. Ce que nous venons de dire est, on va dire, partiellement exact, parce que lorsqu'on parle de version officielle avec le rapport Warren, donc le rapport d'une commission dirigée par le président de la Cour suprême, Earl Warren, qui a été rendu à peu près 1 an après l'assassinat, ce rapport n'est pas le seul rapport officiel sur l'assassinat de John Kennedy. Il y a eu une quinzaine d'années après une commission du Congrès qui a travaillé sur le cas, on peut dire, et cette commission a conclu que le président Kennedy et Martin Luther King, donc laissant ça de côté, avaient été victimes d'une conspiration. Alors, les parlementaires ont expliqué que par conspiration, ils entendaient qu'il y avait plus d'une personne qui avait
participé à l'attentat. Donc, il y a deux versions officielles, une version de l'exécutif avec le rapport Warren, puis une version parlementaire avec une autre commission qui a elle aussi beaucoup travaillé, qui a elle aussi beaucoup écouté les témoins et qui a même trouvé des éléments nouveaux, qui dit exactement le contraire. C'est-à-dire que la commission Warren dit que Oswald a agi seul et parce qu'il était plus ou moins désigné. Et puis de l'autre côté, les parlementaires nous disent qu'il y avait plus d'une personne sur Dealey Plaza le jour de l'assassinat qui ont tiré sur le... Alors justement, on va revenir là-dessus. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Marie Falicon. Je vous redonne la parole juste après Thierry Lenz. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors, avant de donner la parole à Nicolas Conquer, je voulais revenir vers vous. Thierry Lenz, vous le disiez, donc il y a deux commissions à ce moment-là qui ne sont pas d'accord sur les conclusions de ce qui s'est passé ce 22 novembre 1963 à Dallas. Oui, c'est ce que je vous disais. Concernant le documentaire de Paramount dont vous parlez à l'instant, évidemment, c'est le travail des chaînes de télévision et des plateformes de vous annoncer qu'il y a toujours neuf, mais la partie médicale de l'affaire a été, elle, déjà beaucoup étudiée. Et effectivement, il y a beaucoup de zones d'ombre sur la façon dont l'autopsie du président s'est passée. Oui, alors quelques heures après le drame de Dallas, c'est une véritable bouteille à encre dont on n'est pas encore tout à fait sorti. Alors justement, je voulais me tourner vers Nicolas Conquer. Pourquoi la version de l'assassinat de Kennedy n'a jamais convaincu les Américains? Tout de suite, on a douté véritablement de l'implication d'Oswald dans ce meurtre, notamment parce qu'il a été tué 2 jours après et qu'il n'a jamais pu, lui, donner sa version des faits. Alors avant ça, c'est important de remettre dans son contexte historique. On est dans les années 60, au temps fort en fait de cette guerre froide. Donc il y a des menaces qui sont de toutes parts à l'extérieur. On sort de la crise des missiles avec Cuba, donc il y a vraiment une tension qui est vraiment à son apogée. Et là-dessus, on est vraiment en pleine sidération. Ça se passe une après-midi comme ça de novembre. Les gens sont devant leur feuilleton, littéralement un feuilleton de série B. On n'a pas d'informations en continu à l'époque. Et le feuilleton est interrompu par quelqu'un qui prend cette voix, enfin un présentateur très connu sur CBS et qui annonce en fait que ces tirs ont lieu. Les gens vraiment sortent un peu de cette insouciance et voilà, ça contraste tout à fait un petit peu avec voilà l'image que véhiculait Kennedy, son clan, lors de ses déplacements, voilà cet homme fringant qui passe où tout devait être assez apaisé, même si, comme vous l'avez mentionné, à Dallas c'était un contexte un peu tendu. Il arrive et effectivement tout se passe très rapidement, c'est-à-dire que voilà, il y a ces 2 coups, 3 coups, on est censé avoir un jugement de celui qui est présumé coupable, donc on attend à voir la vérité sur l'ensemble des faits. Il s'avère que subitement il meurt 48 heures après, tué par quelqu'un tendancieux d'une boîte de nuit, donc ça laisse beaucoup de zones d'ombre. Et il faut savoir que même dès le lendemain ou même dès le jour même de cet assassinat, il y a 30 personnes qui doutent de la version officielle, à savoir que Lee Harvey Oswald aurait agi seul, et ça va ne faire qu'augmenter dans les années suivantes. Il y a jusqu'à 80% des Américains qui vont penser à douter de cette version officielle. Étonnamment, avec la sortie de beaucoup d'enquêtes et de documentaires au cours des années récentes, ce pourcentage de personnes qui doutent que Lee Harvey Oswald ait agi seul est diminué, mais on était quand même jusqu'à 80%. C'est-à-dire qu'il y a une vraie zone d'ombre liée au fait qu'il y a beaucoup de documents qui ont été cachés du public. Il y a jusqu'à 5 millions de pièces qui ont été produites avec des documents de la CIA. Beaucoup ont été déclassifiés, c'est-à-dire la procédure dans laquelle on révèle au public. Ils sont déclassifiés, mais il y a beaucoup de parties sur lesquelles il y a un peu du typex où on masque le nom des gens, des dates et beaucoup d'éléments. Il reste encore ne serait-ce que 1%, donc on y reviendra. Mais tout ça pour dire que les Américains ont besoin à ce que la vérité pleine et entière soit faite. Et d'ailleurs, ça circule même dans le lendemain, donc dans le aftermath. Le FBI fait circuler un mémo qui dit
capital de publier l'ensemble de ces informations autour du crime, sans quoi vous allez avoir des spéculations à non plus finir. Et des spéculations, on en a depuis 60 ans. Alors, on était avec vous, Thierry, sur Paramount+, une plateforme, on le dit plutôt sérieuse. Alors, évidemment, on peut comprendre, ils veulent faire un peu du sensationnel. C'est les 60 ans du meurtre donc, de Kennedy. Le documentaire, il est intitulé donc, Ce que les docteurs ont vu. Donc, c'est les médecins de Parkland. Alors, ils sont tous âgés, parce qu'ils étaient jeunes à l'époque. Et notamment, eux, ils pensent qu'il y a eu véritablement un tir en face. C'est-à-dire parce qu'on nous a expliqué qu'Oswald était dans la manufacture, derrière le président. Et là, il y a véritablement des tirs qui ont été donc tirés en face du président. Et notamment, on parle, Paul Landis, qui était aussi un témoin, qui avait 28 ans à l'époque, qui était garde du corps, explique qu'il avait ramassé une balle et que cette balle en question n'est plus aussi dans cette commission, la commission Warren. Alors pourquoi on essaye de faire taire l'idée que potentiellement il y aurait eu un deuxième tireur? Pourquoi ça gêne? Écoutez, il y a d'abord les faits, il faut peut-être les rappeler. La version officielle de la commission Warren dit qu'il y a eu 3 tirs. Malheureusement, pour cette commission, une des balles a été une balle perdue. Elle a blessé un passant qui s'appelait James Tague et qui était légèrement blessé à la joue. Donc il reste 2 balles pour assassiner le président, si l'on veut. Le problème est que ces 2 balles ont provoqué tellement de blessures dans la voiture, d'abord sur le président lui-même, ensuite sur le gouverneur du Texas, John Connally, qui se trouvait juste devant lui, que on s'est toujours étonné qu'une seule balle ait pu, provoquer autant de blessures. D'autant plus que cette balle a été retrouvée à l'hôpital plus tard dans le pantalon du gouverneur du Texas et qu'elle était intacte. Alors bon, on va pas se lancer ici dans des démonstrations balistiques, mais une balle qui a traversé un corps ne reste pas intacte. Elle est écrasée, elle perd de la matière, etc. Donc, 2 balles pour faire autant de carnage, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la durée de la fusillade. La fusillade a duré 6 secondes. Au départ, on avait annoncé 20, parce qu'on ne savait pas au départ qu'un passant avait filmé l'intégralité de l'assassinat. Donc, grâce à ce film, on a réussi à définir qu'il y avait eu 6 secondes de fusillade. Donc, 3 balles, 2 qui touchent la voiture, 1 qui touche un passant en 6 secondes. C'était très difficile à réaliser avec le type de fusil. Vous avez dit que c'était un fusil bon marché. Effectivement, Oswald avait acheté un fusil par correspondance qui était un fusil semi-automatique. Et donc on s'est dit, il y a une impossibilité à avoir eu ces 3 tirs qui ont fait mouche, enfin 2 d'entre eux en tout cas, en 6 secondes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que montre le film? Le film montre qu'au moment de l'impact fatal, la tête du président Kennedy part vers l'arrière dans la voiture, comme si le tir avait été appliqué de devant. Et donc, c'est ici qu'on a le cœur du sujet, c'est-à-dire que visuellement, on a une espèce de preuve, disons ça comme ça pour le moment, que le dernier impact, celui qui est fatal au président, a été tiré de face. Or, vous l'avez dit, Oswald était réputé avoir tiré de derrière, et donc c'est la naissance du mystère, la première naissance du mystère se trouve là. C'est-à-dire c'est assez rare quand même dans des faits pareils, on a un film qui est assez bien réalisé de l'assassinat, qui montre des choses apparemment totalement différentes des conclusions auxquelles arrive la commission Warren. Et puis après, il y a ces médecins, donc parce que je reviens sur ce documentaire, ces médecins qui, eux, affirment qu'il y avait bien un tir de devant aussi, qu'ils contredisent donc, cette commission Warren. Oui, alors ils le contredisent aujourd'hui, 60 ans après, mais à l'époque, ils n'ont rien contredit du tout. C'est-à-dire que on est sorti de l'autopsie avec les certitudes que je viens de donner, c'est-à-dire que tous les tirs venaient de l'arrière. Il se trouve que l'affaire de l'autopsie a été surétudiée. Elle a même donné naissance à une espèce de théorie qui voulait qu'on ait substitué les corps. Enfin, je vous fais grâce d'un certain nombre de théories. Effectivement,
est sortie de l'autopsie une documentation qui a l'air être tronquée. C'est une autopsie qui a été filmée et photographiée, donc le film a disparu, mais il reste un certain nombre de photographies qui, en elles-mêmes déjà, posent un certain nombre de questions, parce que ces photographies, en tout cas les photographies restantes, ont été mal cadrées, ce qui ne permet pas exactement de dire si la balle fatale est entrée par devant ou par derrière. Ajoutons à cela que tout le monde a fait, c'est une enquête qui a été très très mal emmanchée, très très mal menée d'abord par la police de Dallas, qui était compétente pour ce type de crime. À l'époque, sont tout à fait étonnantes. L'assassinat d'un président n'était pas un crime fédéral, donc c'était la justice et la police texane qui restaient aux commandes. Et les premières constatations qui ont été faites par ces différents services sont des constatations extrêmement confuses, on pourrait presque dire à certains moments amateurs. Donc c'est le mystère, en fait, il naît dès les premières heures de déclarations contradictoires. Déjà à l'époque, on a parlé d'une balle entrant par l'avant au niveau de la terre. Et donc, tout est parti finalement de cette énorme confusion. Et puis, faut me le dire, il y a quand même un fait majeur qui c'est l'assassinat de l'assassin 2 jours après par Jack Ruby en direct. Alors là, cette fois-ci devant les caméras de télévision. Donc tout ça alimente évidemment. Oui. Voilà, c'est pas une toute petite affaire. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent de douter des conclusions officielles. Et justement, on doute des conclusions officielles. Les Américains doutent des conclusions officielles. Petit à petit, 60 ans après, on se rend compte que c'est pas exactement ce qu'on nous avait dit. Nicolas Conquer, vous qui êtes franco-américain, on le rappelle, vous pensez que les Américains se sont sentis trahis, notamment dans cette affaire, qu'on leur a pas tout dit, qu'on avait voulu leur cacher des choses, justement? Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que malgré la polarisation qu'on a aux États-Unis, alors elle a été beaucoup plus dans le passé, mais aujourd'hui on met ça beaucoup en avant, c'est que c'est vraiment un sujet qui va aussi bien mobiliser les démocrates que les républicains. C'est-à-dire qu'il y a une vraie défiance par rapport à cette vérité officielle qui a été assénée, proclamée, et sur lesquelles les gens cherchent à savoir vraiment, comme on l'a dit, il y a énormément de reportages, d'enquêtes, de livres à succès qui sont sortis sur le sujet. Mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on regarde un peu plus dans les détails, c'est intéressant de voir aussi les démographiques des gens qui vont avoir plutôt tendance à croire ou à dire avaler la théorie officielle. Ils sont davantage démocrates et à plus forte raison ils sont davantage des universitaires, c'est-à-dire peut-être des gens qui par peut-être loyauté, soumission ont plutôt avoir tendance à croire ça, alors qu'il y en a d'autres qui vont vouloir remettre en question, c'est-à-dire vraiment faire preuve de pensée critique et dire tiens, je ne vais pas admettre les faits tels qu'ils sont, j'ai une vérité parcellaire, est-ce que je peux avoir tous les morceaux du puzzle? Donc ça c'est assez intéressant, d'autant plus qu'on voit qu'il y en a certains qui, peut-être par idéologie, acceptent béatement, et ça serait intéressant de mettre en perspective par rapport à d'autres éléments récents où on voit que l'exécutif, voire même l'État profond américain a voulu pousser des narratifs ou un agenda, par exemple lors de la crise sanitaire et son instrumentalisation, par exemple, mais c'est un autre sujet. Et qui est, pour ceux qui seront peut-être beaucoup plus dans le concret, de voir un petit peu une récurrence aussi avec des basses manœuvres des agences fédérales comme la CIA ou la FBI qui ont sévi à plusieurs instances aux États-Unis comme à l'international, dans des coups d'État et autres. Et sur un aspect beaucoup plus concret, ça c'est pour ceux qui pratiquent un peu le tir, qui aiment la balistique, aussi ça met en doute, pour des gens qui ont vraiment le bon sens un peu paysan, qui veulent revenir à des choses concrètes, de se dire tiens, j'utilise une arme, j'applique un tir, qu'est-ce qui va se produire? Donc on pose des questions. Donc ils se sont sentis trahis, les Américains, ou pas? Donc voilà, il y a vraiment Et ça va de pair, c'est-à-dire que cette histoire-là, elle va vraiment illustrer une crise beaucoup plus profonde avec une défiance des institutions. Et ce, vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire que vraiment, au cours de ces 50 dernières années, on voit qu'il y a une dégringolade un petit peu dans la cote de popularité des institutions. Il y a encore la Cour suprême qui se maintient, donc c'est la plus grosse institution au niveau juridique aux Américains, mais les autres ont vraiment pâti un petit peu de ces de différents scandales qui ont émayé l'affaire politique et surtout un petit peu leur instrumentalisation. Il y aura notamment le Watergate, mais également d'autres affaires un peu de corruption dans la politique et qui font que les Américains aussi, qui se sont d'ailleurs dans la Constitution, c'est important, dans la jeunesse des États-Unis, se sont élevés contre un État tyran, et donc ils reviennent un peu à cette promesse-là de se dire que on n'est pas exclu que l'État puisse
se retourner contre son peuple, et donc il faut bien arriver à ce qu'il y ait certaines formes de contre-pouvoir et qu'on puisse s'assurer que l'intérêt du peuple soit mis en avant et non pas un État profond, donc un peu cette bureaucratie permanente qui est installée et qui est non élue et qui peut entraver le bon fonctionnement de la démocratie et donc entraver le fonctionnement initial des pères fondateurs des États-Unis. Et alors justement, on a parlé donc de ces 60 ans de la mort de John Fitzgerald Kennedy, de ces nouvelles révélations. Et puis donc, s'il y a eu un deuxième tireur, qui c'était et puis pourquoi Thierry Lentz? C'est ça la question qu'on se pose. Donc on rappelle que John Kennedy, c'était un démocrate, il symbolisait donc le renouveau de l'Amérique, c'était une véritable bête médiatique. Mais il y a des choses qui sont moins connues, notamment ses liens avec la mafia et les liens notamment du père de John Kennedy avec la mafia, qui pourrait notamment être une piste, un motif, un mobile pour cet assassinat. Oui, alors depuis 1963 et depuis donc mort de ce jeune président beau comme un dieu avec une épouse formidable, des enfants qu'on a envie de porter, on a évidemment appris beaucoup de choses sur les turpitudes à la fois de la démocratie, appelons ça comme ça, et sur les turpitudes de la famille Kennedy. Alors, il trouve que c'est une famille hollandais qui a fait en 3 générations une fortune considérable et que l'on sait depuis de façon certaine que le père de John Kennedy, qui s'appelait Joe, qui est un personnage important dans l'histoire américaine de l'avant-deuxième guerre mondiale, avait bâti sa fortune à la fois par des spéculations au moment de la crise de 1929, mais surtout par des trafics au moment de la prohibition. Alors, il se trouve que Joe Kennedy, le père, a eu des relations assez étroites avec, on va dire, une partie de la mafia, appelons ça comme ça, c'est-à-dire tous ceux qui, au moment de la prohibition, trafiquaient de l'alcool, et il a pu constituer une très grande fortune. Les liens se sont poursuivis, et ces liens ont abouti dans certains États, au moment de l'élection de John Kennedy, à des trafics électoraux, notamment dans l'Illinois, où il a été établi que la mafia avait beaucoup aidé à la victoire dans cet État de John Kennedy pendant les élections présidentielles de 1959. Alors, de là découle évidemment on va dire une première théorie, qui est que, comme John Kennedy et son frère Robert, qui était ministre de la Justice, ont mis en tête de poursuivre la mafia, on va dire, de leurs assiduités, celle-ci a considéré que l'ascenseur n'était pas assez bien renvoyé et donc aurait fomenté l'assassinat du président. C'est une piste qui a été suivie, qui est sérieusement étudiée, notamment l'avocat principal de la commission parlementaire des années 70, est, ce qui le concerne, persuadé que la mafia de Chicago et la mafia de la Nouvelle-Orléans étaient alliées pour assassiner le président. Et là aussi, c'est une espèce on va dire, d'écran de fumée partiel, car il est possible que des éléments de la mafia aient participé au complot. C'est une théorie partielle, peut-être pour masquer une responsabilité. Alors, je vais peser mes mots, de certaines officines des services secrets américains, notamment de la CIA, puisque il est presque avéré que à la fois Lee Oswald avait eu des relations avec les services secrets américains, mais surtout que l'entourage d'Oswald, qui part de la Nouvelle-Orléans, mais l'entourage d'Oswald appartenait à une espèce d'officine qui, à la Nouvelle-Orléans, travaillait à la fois pour les services secrets américains et pour le crime organisé. C'est une affaire très compliquée, il faudrait des heures pour expliquer, tout ça. Je voudrais simplement... il faudrait un livre, je rappelle le titre de votre livre, L'assassinat de John Kennedy, Histoire d'un mystère d'État. Oui, alors je voudrais juste donner une toute petite précision, alors bien sûr, sans du tout polémiquer. Le monsieur représentant du Parti républicain a eu l'air de dire tout à l'heure que c'était surtout les démocrates qui avaient essayé de cacher la vérité, entre
guillemets. Alors, en fait, lorsque j'ai écrit ce bouquin, mon idée était de mettre en parallèle l'histoire des États-Unis et l'histoire de l'affaire, parce que il y a une espèce de connexion entre tout ça, et il s'avère quand même que les grands moments de diffusion de la documentation secrète, les grands moments où on a essayé de rechercher une autre vérité, notamment les commissions parlementaires qui ont été réunies au moment de la présidence de Jimmy Carter, ces moments-là, ces moments un petit peu, on va dire, de libération de l'information, ils sont plutôt démocrates. Alors justement, je vais laisser Nicolas Conquer répondre. Juste les moments où on referme la boîte sont essentiellement républicains, et notamment la présidence de Ronald Reagan, où la commission parlementaire avait demandé au FBI de reprendre l'enquête à zéro, et c'est l'administration Reagan qui a bloqué la reprise de l'enquête. Nicolas Conquer. Pour amener ça à des choses beaucoup plus récentes, c'est Donald Trump lui-même qui s'était engagé à déclassifier, donc à publier de manière officielle nombreux de ses documents. Donc certes, c'est une promesse qui n'a pas tenu, et auquel le process a été engagé, donc c'est Biden qui l'a fait, mais en différant à la faveur du Covid, on ne peut pas sortir tous les documents, mais donc c'est Donald Trump qui lui-même a eu vocation à faire connaître au grand public ces affaires-là, comme aussi des affaires avec les extraterrestres, la zone 52, enfin pas mal de choses dans ce style-là, vraiment diffusées, parce que voilà, les archives Internet, en recèlent donc largement. Donc voilà, c'est juste pour insister sur le fait de prendre le contre-pied en disant que voilà, Trump aussi et le Parti républicain a également œuvré à ce que cette affaire soit plus, enfin on est quand même 60 ans plus tard, alors que l'ensemble des documents ont vocation à être diffusés ne serait-ce que dans 40 ans, donc on sera peut-être là ou pas pour commenter le jour où l'ensemble des pièces... la même table ronde. et justement, vous vouliez réagir aussi sur le lien avec la mafia, je vous ai Alors là, c'est clé, effectivement, aujourd'hui ça fait secret pour personne que l'Empire Kennedy s'est bâti pendant la Prohibition, avec voilà, des liens avec le crime organisé très étroits, avec le père de JFK. Et ça y a eu notamment, ça a pu permettre de financer la campagne de JFK. La primaire, il a largement emporté grâce à la fortune de son père. C'était pas forcément le candidat le plus expérimenté, le plus prometteur, mais effectivement, belle gueule, et beaucoup d'argent de son père. Et dans des élections qui étaient vraiment au coude à coude, notamment avec Nixon dans l'Illinois, il y a eu vraiment des fraudes, littéralement, et des fraudes qui ont été favorisées par le crime organisé. Donc c'est toujours un peu cocasse de dire on peut pas parler de fraude en 2020. C'est des choses qui ont été attestées, prouvées. Et il y a un peu une tradition un petit peu dans les élections, à plus forte raison quand le suffrage n'est pas clair, intègre, et qui vont favoriser un petit peu certains candidats qui trempent avec le crime organisé. Donc juste par rapport au contexte, on est en plein macartisme, je l'ai dit au départ, par rapport à la guerre froide, et donc on ne mentionne que du bout des lèvres. Hein. Le crime organisé, la mafia, c'est vraiment quelque chose sur lequel on reste très très prudent, on le mentionne à peine, et ça va venir que plus tard, mais effectivement, encore une fois, ça projette un peu un écran de fumée, mais encore une fois, comme on reste assez loin et assez opaque là-dessus, on agite un chiffon rouge et ça fait que tout le monde se rue un petit peu sur ces thèses. Et bien justement, toutes ces thèses, 60 ans après cette mort de John Fitzgerald Kennedy, on en parle encore avec vous, notamment Thierry Lenz. Alors, on l'a dit, 80% des documents concernant cette affaire sont disponibles au grand public maintenant, mais on a l'impression quand même qu'on ne saura véritablement jamais la vérité. On le saura ou pas un jour ? La vérité, on la connaît. Hein. On n'a pas besoin qu'elle soit officialisée. Hein. Pour ce qui concerne la diffusion des documents, il y a eu plusieurs vagues. Hein. À l'époque Clinton aussi, on avait déclassifié beaucoup. Votre invité l'a dit aussi tout à l'heure. Ce sont des documents qui sont pratiquement tous cavernés. C'est-à-dire que les services ont le droit de cacher sur les documents ce qui pourrait à la fois révéler l'existence d'agents, mettre en jeu la sécurité des États-Unis, ce qui fait qu'on passe, alors à une époque c'était au marqueur, maintenant on est un petit peu plus distingué, on fait ça au Tipex, mais donc on retire toute la substance de ces documents, donc on peut diffuser autant de documents qu'on veut, ces documents sont incomplets. Hein. Même que la plupart des agents dormants, des agents dont on ne veut pas révéler l'identité sont morts depuis longtemps. Je crois que dans cette affaire, comme je vous le disais, la vérité, alors, pas le nom des coupables, parce qu'il y a plusieurs hypothèses, mais on connaît grosso modo la vérité, et je renvoie toujours
de façon tout à fait paradoxale, mais vous allez voir pourquoi, la résolution de l'affaire à ce qu'a déclaré le général de Gaulle. À son retour des obsèques de John Kennedy, il a eu un entretien à ce sujet avec Alain Peyrefitte, qui le rapporte dans ses mémoires, hein, c'était de Gaulle. Et le général de Gaulle explique à Peyrefitte que il faut faire attention à cette affaire. Ça n'est pas, dit le général de Gaulle, une affaire de cow-boy, mais cette affaire ressemble beaucoup plus aux affaires de l'OAS. Bon. Ouais. On ne peut pas dire que l'OAS est derrière le coup. C'est bien qu'il y a toute une théorie voulant que ce sont des Français voulant que ce soit des Français qui ont fait le coup, mais il dit c'est une affaire d'OAS. Pourquoi? Parce qu'au même moment, contre le général de Gaulle, et il faut toujours se rappeler qu'on est exactement à la même époque, ont été organisés par des officines de l'OAS plusieurs complots pour assassiner le général de Gaulle. Et il s'agit de complots qui ne sont pas des complots, on va dire, d'État, qui sont des complots de ces petits groupuscules qui existaient, qui sont hors de contrôle de leurs commanditaires. En quelque sorte. C'est probablement dans cette direction qu'il faut s'orienter, c'est-à-dire qu'un petit groupe travaillant à la fois pour le crime organisé et la CIA, et c'était tout à fait possible dans les affaires cubaines, parce que je pense, moi, que Cuba est au centre de tout ça, a été le contrôle de cette officine a été perdu par les commanditaires et ils ont réalisé l'assassinat. Et c'est d'ailleurs là qu'il faut aller voir et chercher les raisons de la panique qui a pris les services américains à ce moment-là, parce qu'on s'est rendu compte très très vite, dans l'après-midi, la soirée qui a suivi l'assassinat de Kennedy, que tous les protagonistes étaient en lien avec des services américains, qui le FBI, qui la CIA, et pour donner la conclusion du général de Gaulle disait à Peyrefitte, vous savez, Peyrefitte, on ne connaîtra jamais la vérité, parce que si on sait la vérité, il n'y a plus d'États-Unis. Alors on va peut-être conclure avec ça, avec le général de Gaulle. Merci Thierry Lenz, merci Nicolas Conquer, je rappelle vous êtes porte-parole du Parti républicain. Merci Thierry Lenz, historien, directeur de la Fondation Napoléon, auteur de L'assassinat de John Kennedy, histoire d'un mystère d'État aux éditions Nouveau Monde. Le film Napoléon, vous l'avez pas aimé, vous voulez plus du tout en parler ou vous voulez en dire 30 secondes? Non, écoutez, ça vaut même pas le coup. Je crois que le public maintenant a compris, parce qu'après un très fort démarrage, le film rentre à son véritable rang, c'est-à-dire une aimable plaisanterie. Voilà, il est décevant. Merci.